Je vous convie à un grand voyage gastronomique à travers nos lacs et nos rivières, nos plaines et nos montagnes, nos champs et nos forêts. C'est un rendez-vous avec notre terroir. Suivez-moi, on part à la découverte de la zone boréale. Les jeunes agriculteurs représentent l'avenir du secteur agricole et agroalimentaire. Malheureusement, le métier a trop souvent mauvaise presse. Les conditions ne sont pas faciles et les 9 à 5 du lundi au vendredi sont rares. Pourtant, si on veut pouvoir continuer de se nourrir localement, on a besoin de jeunes pour gérer et travailler dans les entreprises agricoles. Et ce qui est beau, c'est qu'ils le font à leur façon. Quel marché tu utilises pour pouvoir vendre tes produits? Nous, c'est directement aux clients. Donc, on a, à mes débuts, on faisait du gros. Donc, on vendait beaucoup dans les épiceries. On essayait de vendre aux grossistes. Puis, on a vite quitté cette avenue-là parce que c'était impossible de rivaliser avec les productions qui rentraient de l'extérieur. Donc, tout ce qui est Équateur, Colombie, même États-Unis, eux, ils en font 12 mois par année. Nous, on en fait à peu près 3 mois. Donc, eux, ils amortissent les coûts sur un an. Nous, il faut vraiment maximiser quand on rentre. Puis eux, ils ont des quantités. Et comme je dis tout le temps, eux, ils ont des travailleurs qui coûtent à peu près 25 cents par jour quand ils les payent. Puis nous, ça nous coûte à peu près, là, maintenant, c'est rendu à 12 de l'heure. C'est un milieu qui est très impersonnel. Aussi, tout ce qui est gros, moindrement que c'est une scène moins chère ailleurs, ils vont aller ailleurs. Tandis que quand tu as un rapport avec le client, un rapport direct avec le client, il t'apporte de l'énergie aussi. Tu sais, il arrive, il est content, il est positif. Mais au lieu d'avoir quelqu'un qui n'est pas content de te voir, un gérant d'épicerie qui n'est pas content parce que tu es un fardeau, bien là, tu as un client qui est hyper content parce qu'il y a un beau bouquet puis il sauve aussi. Qu'est-ce qui vient de toi dans l'entreprise d'ici? Qu'est-ce qui tu dis ça? C'est je suis fière d'avoir laissé ma marque. Les marchés fermiers, c'est quelque chose que je suis quand même assez fier. Est-ce que tu as toujours su que ça allait être ici, ton avenue? Non, pas nécessairement. Non? Mais, tu sais, moi, je suis enfant unique, puis en même temps, vu que je suis seul dans la famille, bien, qui était dans cette avenue-là, je me suis dit, tu sais, ça serait dommage que j'aille, tu sais, il y ait des gens qui aient travaillé avant moi, puis qui aient travaillé beaucoup plus fort que je peux travailler moi, puis que ça tombe là. Tu sais, on a un beau spot, on a tout. Le principal avantage qu'on a, c'est qu'on est à 5 minutes de la ville. À m'amener comme entrepreneur, j'ai décidé d'arrêter de penser à faire de l'argent. Je me suis simplement dit, je vais le faire. Tu sais, si c'est authentique, les gens vont pogner. Si ça marche, ça marchera. Si ça marche pas, ça marche pas. Puis c'est depuis ce temps-là qu'on fait le plus d'argent. Mais ça marche. Oui, exactement. On a arrêté de se casser la tête sur les 25 cents, puis sur, bon, ça va-tu arriver? OK, bon, mais si ça prend ça, puis on paye le prix, puis il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu es en train de construire? T'es en train de faire... dans le fond, on a le four à pain qui est un four à pain ancestral qu'on a fait au début de l'année. Oui. Tu sais, ça fait partie, là, tu sais, je disais, là, ça nous prend un projet de fou à chaque année, là. Ça en est un. Mais d'habitude, on en a tout le temps 5-6, là. Mais tu sais, ça se fait bien parce que quand tu es en campagne, c'est facile de faire ça. Tu sais, mettons, je vais voir mon voisin, c'est du bois. Après ça, ça prend de l'argile. Bon, ben on va aller en chercher dans le champ. On a de l'argile, ça prend de la pâte. Je demande à mes cousines de m'emmener une balle de pâte. Tu sais, tout est facile à avoir. L'étable ici est de 1931. C'est mon grand-père qui l'a fait construire la table ici. Ce bâtiment-là, il y a une maison bleue un petit peu plus loin. Ouais. Il était à peu près en avant. Parce que nous autres, le lot, il faisait toute la largeur ici. Puis ça, c'était la maison, c'était la première maison sur le lot, là. Puis là, on l'avait pilé ici. Puis c'est ça, il dit hey, « je vais essayer de la vendre. » Mais tu sais, t'essaies de vendre ça, puis personne ne veut payer. Là, dans le fond, ça vaut cher. Ça vaut cher pour les autres. Mais tu veux pas la payer, c'est Les ça. autres ne veulent pas payer pour. Puis là, c'est-tu la boutique où tu montes les bouquets puis tout ça maintenant? Ben, c'est juste... Oui, ben, c'est là qu'on travaille. On travaille, mais tu sais, on en fait quand même une bonne partie ici. Quand j'ai des plus grosses commandes, on fait ça sur ce bord-là, c'est plus facile.
Là, on l'a retravaillé souvent, la boutique. Là, on l'a fait pour que les légumes aient plus de place un peu. Ouais. On fait les marchés le samedi. Parce qu'on fait des légumes. Ma tante, elle s'occupe beaucoup du maraîcher. Sur la terre ici aussi? Oui. OK. J'en achète quand même pas mal parce que Ouais. c'est dur d'être cadencé pour fournir. On essaye, mais Ouais. les saisons sont jamais pareilles. OK, je vais voir tes serres, puis je vais voir les On va aller dahlias. voir les serres. Nous autres, on fait pas de culture hors sol. Ah, les couleurs sont C'est plus belles. d'entretien. Ah, ben c'est ça, là, on est surtout dans les lisses. Là. Fait que c'est ça ici, c'est une serre, ben c'est un tunnel, dans le fond. C'est vraiment un tunnel. Là, ça, c'est les lisses qui restent. Il y a de l'astère, j'ai du pois de senteur dans le fond. Ça, le pois de senteur, tu sais, il y a beaucoup d'essais. C'est-tu les mauves là-bas, là? Ouais, c'est toute la rangée qu'il y a Toute là, là, un petit là? peu plus haut. Ça, c'est... OK. Dans le fond, il y a pas mal du parfum, c'est les lisses, mais d'habitude, les pois de senteur, ça sent quand même pas mal. Dans le fond, nous, on a commencé à faire du... ils appellent ça du rose lily. Là, il y en reste un petit peu là. Ouais. Ça, c'est... C'est double, hein? C'est une du fleur lys- double. C'est du lys oriental double. C'est la nouvelle tendance qui va arriver sur le marché. Hey, c'est beau, hein? Ça fait à peu près 4 ans là, que c'est rentré. Là. Mais là, on commence, puis même j'en ai distribué chez Fleur Coupée Chicoutimi, j'en ai envoyé justement. Elles sont belles. Et c'est ça, là, il est en train de ramasser les dahlias. Elle voulait du rouge, il voulait du rouge, je vais avoir du rouge. Non, on ramasse. Ah, Il y en a un peu. Un Ouais, c'est peu. ça, du rouge, on en a pas mal. C'est C'est des vieilles beau. variétés, ça. Mais c'est des variétés hyper résistantes. Puis, tu vois, dans les premières années qu'on faisait des bouquets, puis on en avait, on en coupait presque pas. On s'en servait pas, puis à un moment donné, tu sais, j'ai vu ça. Tu sais, regardes sur Internet, veux pas, c'est quand même une source de savoir. Ouais. Ça te fait réfléchir aussi. Ouais. Hein. C'est bien de voir ce que les autres font. Tu sais, hey, ils font ça, on va peut-être faire ça. Puis là, tu vois plein de fleurs. Ouais, ça, c'est des gars, c'est des ben, c'est dinner spécial, hein? plates et dahlias. Des fois, ça monte à 10 pouces à peu près C'est gros, hein? de diamètre. Les visions ont changé. Tu sais, avant, c'était genre œillet, marguerite, lys, glaïeul. Tu sais, les fleurs durent longtemps, sont Ouais. stables. Tu sais, c'est toujours par rapport au prix. Tu fais un bouquet de 100$ qui dure 3 jours, peut-être les gens sont pas contents, mais tu sais, si c'est un bouquet de 15-20$, puis il est énorme, puis il va durer 4-5 jours, ben là, tu sais, les gens Ouais. ils ont peut-être... Il y a une part aussi de... Il y a une part d'apprentissage aussi du consommateur. Est-ce que tu le réalises encore à quel point que c'est beau? Tu le vois-tu encore? Ah oui, oui. Ben, Vraiment? oui. Ouais, de temps en temps. Ça dépend des journées. Ouais. Oui. Si parfois c'est un transfert de ferme qui est à l'origine du projet de vie, il y a d'autres histoires où on part de zéro. C'est le cas de Mathieu Ouellette et de sa pépinière Borealis. Explique-moi où on est ici. Bien, ici, vous êtes à la pépinière Borealis, dans le fond, qui est mon entreprise. C'est une pépinière qui est située à Arvida, une pépinière qui est spécialisée surtout en production vivace, arbres, arbustes, mais on touche un peu de tout. Donc, tu sais, évidemment, au printemps, on a des annuels, des plants de légumes et tout. Donc, un beau centre jardin qui est ouvert une bonne partie de l'année. Le plus beau de la région. Oui, ben oui, on va toujours dire ça. Est-ce que tu te considères comme un producteur agricole? Ben oui, j'ai toutes les contraintes d'un même produit agricole. C'est juste que les gens ne sont pas conscients parce qu'on est comme un centre jardin. Donc, les gens pensent qu'on est commercial ou des choses comme ça, mais les gens ne prennent pas en considération que tout ce qui est sur place a été produit. Donc, on a starté soit en mars, ou des fois, il y a des plants qu'on part une année avant. Donc, dans le cas des arbustes, quand on fait les boutures. Donc, on est aux aléas de la météo, des maladies, comme les autres producteurs agricoles.
Moi, c'est sûr que j'ai été un peu chanceux dans tout ça, peut-être parce que je savais déjà très jeune que je voulais me démarrer une entreprise. Puis j'ai décidé de faire le bac en agronomie, dans le fond, parce que je voulais démarrer ma propre entreprise. Quand j'ai fait mon bac en agronomie, bien, j'ai monté mon plan d'affaires. Donc, j'avais en tête que j'allais démarrer très, très, très rapidement, là. Donc, j'ai fini en 2012, mon bac, et j'ai démarré ici en 2013. Je sais que tu as toujours eu cette passion-là. Cette Oui. passion-là des fleurs, une passion qui a même été encouragée par ta famille quand tu étais tout petit. Ben oui, c'est sûr que moi, enfant, j'ai vraiment une passion vraiment générale sur les plantes, là. Tu sais, là, tous les plantes. Puis dès que j'avais 8 ans, là, j'étais abonné à des catalogues de semences. Je recevais des plantes. J'allais magasiner avec mon bicycle là, dans un centre jardin. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. J'avais une serre, puis je faisais mon jardin, puis mes plantes de tomates au printemps, etc. Puis c'est sûr que quand j'ai démarré, bien, cette passion-là a pris le dessus aussi quand j'ai lancé mon entreprise. C'est juste que je suis allé dans un secteur qui était moins... qui avait moins de concurrence, donc les vivaces, les arbres, les arbustes. Puis je te dirais que j'étais intéressé par toutes les plantes, moi, en tant que tel. Est-ce que tu as déjà eu peur dans ton processus de lancement d'entreprise? Est-ce que tu as eu des craintes? Ma crainte, c'était de ne pas me faire prendre au sérieux, peut-être, parce que j'étais très, très jeune là, quand j'ai démarré. Ça fait pas si longtemps, ça fait 5 ans, mais quand même, quand j'ai démarré, puis tu arrives, exemple, chez un entrepreneur de construction, puis là, tu fais comme, écoute, je vais me construire, là, tu sais, j'ai besoin de quelqu'un qui vienne escaver le terrain, etc. Là, il regarde ça, il a 24 ans, là, tu sais, fait que c'est sûr que ça devient difficile. Fait que moi, ma crainte, c'était de me faire prendre au sérieux. Est-ce qu'ils vont me donner des bons prix, négocier tout ça? Donc, le démarrage, tout ça, à savoir si j'allais avoir les reins solides, mais sur l'entreprise en tant que telle, ça, c'est sûr que j'avais aucune crainte de la réussite là, de mon entreprise. Est-ce que tu t'es senti appuyée dans tes démarches? Oui, parce que c'est sûr, moi, je pense que pour la réussite d'une entreprise, pour démarrer, ça prend une bonne idée, oui, ça prend des aptitudes entrepreneuriales. Je pense qu'on le sait, on peut faire des tests, mais on le sait par la personne. Mais je pense que le point majeur aussi, c'est d'avoir un réseau alentour qui t'appuie. Parce que, tu sais, l'entrepreneurial, quand on a une entreprise, surtout dans le monde agricole, on va se le dire, c'est très prenant, c'est beaucoup de temps, c'est une passion qui déborde sur ta vie familiale. Donc, je pense que ça prend un réseau qui comprend puis qui te supporte pour que tu puisses continuer. Puis, tu sais, je pense pas... Tu sais, le démarrage est peut-être très difficile les premières années, parce que là, on est 7 jours sur 7, on démarre, on n'a pas... Comme moi ici, j'avais pas au début d'employés, tranquillement, pas vite, former tous ces employés-là. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, je peux avoir une meilleure qualité de vie à force. Mais il y a un premier temps où il y a un sacrifice qui doit être fait, je pense, sur ta vie qui va être consacrée à démarrer cette entreprise-là. Fait que c'est sûr que le réseau est très important dans ce temps-là. Est-ce que tu comptes tes heures? Non. Non. Je compte pas mes heures, par contre. Moi, j'ai toujours dit ça, c'est que je consacre beaucoup de temps à mon entreprise. Je suis là 7 jours sur 7 la majorité du temps au printemps. Mais pour avoir une entreprise viable, moi, je me dis, si je voudrais calculer mes heures, il faudrait que je sois capable de calculer mes heures en me disant que je suis capable d'engendrer quand même un bénéfice et que ça soit quand même rentable. Présentement, je ne calcule pas mes heures. Je suis vraiment pas payé aux heures que je fais. Et je pense que pour avoir une entreprise qui se tient, tu sais, faut pas qu'il y ait du monde qui fasse du bénévolat pour que ça marche. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes? Est-ce qu'il y a des choses qui... Bien, c'est sûr que j'ai fait plein d'erreurs, là, c'est sûr. Là, c'est normal. Dans le démarrage que j'aurais peut-être pas fait par maintenant, mais là, maintenant que c'est fait, on n'a pas le choix. Mais, tu sais, l'entreprise, je vais très bien. J'ai un super beau démarrage, mais c'est sûr qu'il y a des petits défis des fois ou des choses qui n'ont pas fonctionné comme je voulais ou des fois, c'est des marchés que j'ai tenté de faire. Donc, tu sais, ça arrive, là, je pense. Mais je pense que c'est dans chaque entreprise qu'on fait des fois des erreurs. Il faut avec ça qu'on faire apprend. de ce qu'on appelle recherche et développement aussi en Oui, même temps. aussi. C'est normal d'aller essayer des choses. Oui, exactement. Puis, si on regarde où tu rêves ton entreprise puis où tu en es aujourd'hui, est-ce que tu es capable de mettre sur un certain pourcentage ou est-ce que tu es très avancé par rapport à ton idée de départ? Ou Bien, je te dirais que même si j'étais très ambitieux avec l'entreprise, puis bon, démarrer de zéro, etc., au début, je voyais même pas mon entreprise grosse comme elle est présentement. Tu sais, je voulais avoir une entreprise saisonnière au début, avoir de la production et tout. Puis, on dirait que je me suis découvert une passion à employer des gens puis à dire, OK, c'est le fun d'avoir une équipe, là, je voudrais engager plus de
de gens, puis je voudrais avoir plus de marché, offrir plus de clients. Puis là, je me découvre là-dedans aussi. Mon but, ça serait vraiment de quitter le saisonnier puis d'avoir quelque chose de plus à l'année. On entend souvent parler que on manque de gens qui se lancent en affaires, puis surtout Oui. au niveau de l'agriculture. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager? Bien, c'est sûr que l'agriculteur, je pense que, tu sais, en somme toute, démarrer une entreprise, c'est difficile. Puis je pense que ce processus-là qui est difficile fait un filtre un peu parce que je pense que c'est pas fait pour tout le monde nécessairement de se démarrer en entreprise. Donc, ça permet un peu d'avoir d'un fil, de garder juste les meilleurs qui vont réussir. Mais c'est sûr qu'en agriculture, c'est plus dur. Puis je pense que les gens ont de la misère à entrevoir des marchés, de l'opportunité en agriculture. Pourtant, je pense que c'est un des domaines qui change énormément de génération en génération, où les tendances changent, les types de cultures changent, la technologie embarque de plus en plus en agriculture. Puis il y a beaucoup de choses à faire. Fait que je pense que c'est de faire valoir ça à la relève, dans le sens que il y a des choses qu'on peut faire en agriculture, puis il y a des marchés, puis c'est facile de faire de l'argent. À un moment donné, je pense qu'il faut sortir de l'idée que l'agriculture, c'est juste pas avoir de vie, puis qu'on fait pas d'argent. Moi, je pense qu'il faut être fier un peu dans le monde agricole, puis de dire, oui, on a des belles entreprises rentables pour attirer des gens de la relève. Puis c'est sûr que ça demande du temps, comme n'importe quelle entreprise, ça demande des sacrifices, tout ça, mais je pense qu'il faut attirer en montrant un beau côté de l'agriculture entrepreneuriale. Au-delà de la passion et des connaissances, une formation complète est nécessaire pour réussir dans tout métier. L'agriculture ne fait pas exception. Les jeunes entrepreneurs agricoles sont de plus en plus nombreux à se doter d'un diplôme d'études collégiales ou universitaires. Au niveau collégial, plusieurs établissements offrent des formations spécialisées en agriculture. Au Collège d'Alma, on offre le programme Gestion et technologie d'entreprises agricoles. J'en ai discuté avec Richard Beaulieu, enseignant. Est-ce qu'un étudiant est obligé d'aller étudier à Saint-Hyacinthe pour devenir agriculteur en 2018? Bien, il y a des ITA, effectivement, qui donnent des cours de gestion et technologie d'entreprises agricoles et autres cours agricoles. Mais pour gérer une ferme, il y a les cégeps, dont celui d'Alma procure un cours qui s'appelle aussi Gestion et technologie d'entreprises agricoles, qui est vraiment adapté aux réalités de notre région. Donc, une agriculture un peu plus nordique qu'ailleurs, on le sait. Et on va insister sur les cultures qui sont pertinentes pour nous. On va parler du bleuet, de la pomme de terre, entre autres choses. Aussi des productions fourragères, production laitière. On a moins d'étudiants en production porcine chez nous. On n'en a même pas, on n'en a pratiquement pas. Un peu avec certaines fermes, là. Mais il reste qu'on va insister, on va vraiment faire tout pour que nos étudiants aient une formation adaptée à notre région. Vous avez dû voir à travers les années différents changements de priorité auprès des étudiants ou de motivation, ou à quoi ils ressemblent nos étudiants d'aujourd'hui qui sont ici puis qui rêvent de devenir agriculteurs, ou qui sont déjà, pour certains? Pour certains, je vous dirais qu'on a un bassin quand même de jeunes garçons et filles que leurs parents ont déjà une ferme. Ça, c'est une partie, peut-être la moitié de nos étudiants. L'autre moitié, c'est des gens qui s'intéressent à l'agriculture, qui peuvent travailler sur des entreprises agricoles, ou même pas, des fois, des jeunes s'intéressent à l'agriculture, s'inscrivent chez nous. Nous, c'est certain qu'on leur recommande de faire des stages, d'aller travailler sur des entreprises de leur choix, au fond. Si quelqu'un s'intéresse à la production laitière, il va travailler sur une ferme laitière ou n'importe quelle autre entreprise, maraîcher. Il y a des détails qu'on va acquérir uniquement sur le plancher des vaches. On va faire des formations avec des robots, avec des salles de traite, avec des traites avec stabulation entravée.
Mais encore là, on n'aura pas toutes les compagnies qui seront démontrées, tous les systèmes. C'est impossible. Il y a tellement de variétés. Mais la base est là. L'étudiant qui passe par ici est capable de s'adapter facilement. Puis, on est là pour montrer aux étudiants à apprendre aussi. Ça ressemble à quoi au point de vue spécialisation? Est-ce que quand ils rentrent, ils choisissent tout de suite une spécialisation ou ils commencent dans quelque chose d'un peu plus général, puis après ça, ils prennent des cours spécialisés? C'est certain que le jeune qui entre, nous, on a une grille de cours, comme la plupart des institutions. Et cette grille-là, l'étudiant est obligé de passer au travers. Les enseignants vont adapter la formation selon ce que le jeune a comme intérêt principal. En première année, beaucoup de visites d'entreprise, de travaux pratiques avec des plantes, des animaux. Ça, c'est une partie en début de formation, collège 1, collège 2. Mais en collège 3, on est beaucoup plus au niveau des concepts, du développement stratégique d'une entreprise. Comment est-ce qu'on peut développer notre entreprise pour qu'elle soit compétitive. Fait que la gestion, c'est pas juste du papier, la gestion. On gère des animaux, donc il y a des prises de décision à faire. Avec ce que l'on veut faire de notre entreprise, il faut prendre les bonnes décisions. Bien, ça se fait beaucoup en salle de classe, associé avec les fermes, des cas concrets de ferme. Il faut que ça devienne une seconde nature d'écouter qu'est-ce qui se passe autour de soi et puis dire, moi, je vais prendre une décision qui va dans un sens, qui va vraiment permettre à mon entreprise de perdurer dans le temps et que je puisse combler mes objectifs d'affaires et personnels par le fait même. Parlez-moi de la ferme qu'on a ici à Alma, qui est en lien avec le collège, et de la serre. Ça, est-ce que c'est des choses qui vous servent recherche et développement ou aussi avec les étudiants? L'enseignant, il va aller à cet endroit-là. Il y a des partenariats avec des concessionnaires agricoles qui vont fournir les appareils pour récolter, la batteuse, entre autres, les tracteurs. Nous, on en a une bonne flotte aussi d'équipements pour justement faire le travail du sol, certaines choses pour la récolte. Et puis, on va à la ferme, oui, directement. Donc, on va à la ferme du collège, qui est située sur la route du lac à Alma, pour tout ce qui est les champs et la machinerie. Comme les animaux, on va sur des fermes aux alentours d'Alma pour faire nos stages, nos laboratoires. Puis ça, ça permet aux étudiants de voir une panoplie de fermes avec des robots, sans robots, différentes façons etc. de faire. Et on a une petite serre qui est située juste à côté du collège, qui permet de faire des petits projets, parce qu'elle est vraiment petite, la serre. Bon, des semis, des plantes particulières, mais ça ne sera pas de la production de masse. Fait que bienvenue dans notre petite serre. J'ai hâte de voir ça. Entrez. Ah, c'est le fun! Wow! C'est vraiment pour des projets particuliers d'étudiants qui veulent essayer le cave ou il y a même des orangers. Un étudiant qui en fait un projet depuis quelques années. On a un bassin à poissons rouges également. Puis ce bassin-là sert à chauffer la serre en partie l'hiver parce que la chaleur accumulée dans l'eau permet de stabiliser la température en hiver. Parce que cette serre-là est en opération été comme hiver. Vous savez, l'horticulture, c'est une chose. Donc, les étudiants apprennent en quelque sorte à faire des plans. Mais c'est aussi l'organisation du travail qu'on cherche à leur inculquer par ces projets-là. Parle-moi de ton projet en aquaponie. Dans le fond, ça va être un projet de culture hors sol. On veut amener les plantes de jardin communs comme la tomate, le concombre, mais aussi certains fruitiers comme les agrumes. En ce moment, dans la serre, il y a un limetier et un oranger qui donne les oranges sanguines. Avec ce projet-là, j'essaie d'amener aussi le goyavier pour... dans le fond, on veut développer un comité
pour s'occuper de la serre. Puis le comité va produire des fruits et légumes dans la serre de l'école pour pouvoir les revendre ici à l'école. Qu'est-ce que tu rêves de faire suite à ta formation? Ce que je suis en train de préparer dans la serre de l'école à grande échelle. Ah, c'est vrai. Donc, tu rêves qu'on soit capable de se nourrir avec des produits que présentement on est capable seulement de se procurer par importation? Moi, des produits qui font des milliers de kilomètres pour se rendre à nous. Toute la pollution que ça encourt en même temps. Puis en même temps, surtout quand on regarde au niveau des agrumes, il y a beaucoup de maladies qui ont apparu. En Asie principalement, maintenant, c'est les oranges de Floride qui sont touchées. Fait que de ce fait-là, je me dis que c'est une manière de protéger la plante puis de refaire vivre un milieu. À l'intérieur des cours, plus spécifiquement d'agriculture, certains étudiants, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on a été surpris par la diversité des choses qu'on aborde, des choses qu'on a besoin de connaître quand on est agriculteur ou qu'on est conseiller ou qu'on est intervenant en agriculture. Hein. Vous savez, j'ai parlé des politiques, de l'économie, toutes les choses pratiques aussi, même la soudure, l'entretien de la machinerie, les champs. C'est tellement vaste qu'on a l'impression d'avoir survolé. Et puis, ça nous donne le goût de continuer à apprendre. Puis est-ce qu'on se place quand on étudie? Bien sûr, oui. On se place. Premièrement, sur les entreprises agricoles, ils ont des besoins de main-d'œuvre incroyables. D'ailleurs, pourquoi pensez-vous qu'il y a autant de robots qui s'installent sur les fermes laitières? C'est un problème de main-d'œuvre. Si les producteurs n'avaient pas de problème de main-d'œuvre, probablement qu'il y aurait moins de robots aujourd'hui. Il y a les services agricoles qui engagent. On n'a qu'à penser à Financement Agricole Canada, la financière agricole du Québec aussi. Vous avez les clubs conseils, les groupes de gestion agricole, les différents intervenants qui fournissent des intrants aux agriculteurs engagent beaucoup de nos finissants. Je vais vous dire, nos finissants se placent très rapidement, c'est pratiquement 100 %. Que ce soit une terre ancestrale, familiale ou une nouvelle entreprise, se lancer en entreprise agricole, c'est un beau défi qui allie passion et projet de vie. Vous avez toujours rêvé d'une vie en agriculture? Des gens sont là pour vous aider à réaliser vos rêves. L'UPA et le MAPAC sont des mines d'informations où des gens compétents peuvent vous aider. Une bonne planification est la principale condition de succès du démarrage d'une nouvelle entreprise. Pour bénéficier d'une transmission de savoir et acquérir de l'expérience, il est important de nouer des relations avec les différentes personnes ressources du secteur et les agriculteurs des environs.